partage. Là, je vais partager, d'accord. Alors, converser, partager l'écran. Partager. Je crois que c'est bon. C'est bon, oui. Mets en diapo. Agrandis la en diapositive. Alors, Là, c'est bon. Super. Allez, bon courage. merci, merci. À bientôt. Alors, bonjour tout le monde. Je vais vous parler de la chirurgie du cancer du pancréas. Enfin, le cancer du pancréas est une pathologie qui est pronostic redoutable. Juste pour un petit rappel, comme vous l'a rappelé le professeur Aïd Kassi, on regroupe sous le terme cancer du pancréas plusieurs types histologiques, mais essentiellement, dans 90% des cas, c'est les adénocarcinomes canalaires qui constituent la principale tumeur solide du pancréas. Et juste pour donner quelques chiffres, avec 3000 nouveaux cas par an, essentiellement en Occident. Comme je l'ai dit, c'est un cancer de très mauvais pronostic parce que la survie à 5 ans est estimée à 5% et qu'elle s'améliore, cette survie s'améliore après exercice chirurgicale dite curative et elle peut arriver jusqu'à 25% à 5 ans. Donc, le seul traitement curatif du cancer du pancréas reste la résection chirurgicale, à condition que celle-ci soit récente ces dernières années en termes de traitement du cancer du pancréas, qui consiste à introduire un traitement d'induction, plusieurs traitements d'induction, c'est-à-dire un traitement préopératoire, qui consiste à commencer soit par une chimiothérapie ou une radiochimiothérapie avant d'opérer, afin de permettre un meilleur contrôle de la maladie, à la fois sur le plan systémique, et de sélectionner les patients qui sont éligibles à une résection dite curative. Le pronostic est pas bon, le pronostic du cancer du pancréas n'est pas bon, essentiellement dû au diagnostic tardif. Il faut savoir que 50% des patients sont diagnostiqués au stade métastatique, soit des métastases hépatiques, soit des métastases péritonéales, un type de carcinose péritonéale, et que seulement, globalement, 20% des patients, une fois diagnostiqués, sont candidats à une chirurgie, ce qui vous donne un ordre de grandeur de pathologie. Essentiellement, le but du diagnostic, c'est de faire un diagnostic positif, d'évaluer la résecabilité, d'éviter les laparotomies dites inutiles sans résection et de permettre aussi aux patients qui sont non résécables et aux métastatiques de bénéficier d'une approche dite mini-invasive, c'est-à-dire de bénéficier d'un traitement non opératoire, essentiellement endoscopique et ou radiologique. Plusieurs examens sont à notre disposition. Essentiellement, c'est les scanners et les endoscopies pour poser le diagnostic et pour faire le bilan d'extension de la maladie. Et du fait des multiples présentations cliniques, il n'y a pas un algorithme évident pour le diagnostic positif et le diagnostic pour le bilan d'extension du cancer du pancréas. Seulement, les modifications récentes et les progrès récents dans le domaine de l'imagerie et de la radiologie ont fait que les scanners sont de plus en plus performants et permettent un diagnostic beaucoup plus précis. Et actuellement, le scanner multibarrette injecté reste l'examen de référence pour cette pathologie. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur les étiologies et les facteurs de risque. Il faut savoir que rapidement, ça a été bien rappelé par le professeur Aïd Kassi, que 5 à 10% des cancers du pancréas entrent dans le cadre des syndromes génétiques. On retrouve les syndromes des cancers du sein et de l'ovaire familiaux, les ménalomes familiales multiples,
le mélanome familial multiple, le syndrome de Peutzinger, la pancréatite chronique héréditaire, le syndrome de Lynch et le syndrome de Li-Fraumeni. Il existe d'autres facteurs de risque qui sont des facteurs de risque essentiellement exogènes, environnementaux, à savoir le tabac, les facteurs alimentaires qui sont l'alimentation hypercalorique et riche en protéines animales. Et ce n'est pas spécifique au cancer du pancréas, c'est les mêmes facteurs de risque que la plupart des cancers digestifs. Cependant aussi, il existe des lésions prédisposantes, qui ont été aussi très bien rappelées par le professeur Ed Kassi, qui sont les lésions précancéreuses, qui sont bénignes au départ et qui ont un risque de dégénérescence qui sont non négligeables. Essentiellement, c'est les tumeurs kystiques musculeuses, les tumeurs néoplasiques intraépithéliales, comme les lésions pannides. Donc, chez ces malades-là, on doit intervenir avant la dégénérescence. Bien sûr, pour revenir aux formes génétiques, il existe des susceptibilités génétiques qui permettent aux cliniciens de proposer un dépistage aux patients à risque. Et le dépistage, on le fait chez les patients qui ont un risque théorique cumulé d'adénocarcinome pancréatique supérieur à 5% ou un risque relatif supérieur ou égal à 5. Alors, ce dépistage, on ne le propose pas à tout le monde, on le propose essentiellement pour les patients qui ont des facteurs de risque, à savoir qui ont des antécédents familiaux ou parents de premier ou deuxième degré de cancer d'adénocarcinome pancréatique, ou sinon s'ils rentrent dans le cadre d'un syndrome génétique de cancer héréditaire bien particulier. Alors, juste pour rentrer dans le vif du sujet, il faut savoir que la symptomatologie clinique, lorsqu'elle apparaît en général, est un signe d'une évolution de la maladie, à savoir que c'est généralement des signes tardifs. L'ictère, c'est le principal signe de cancer de la tête du pancréas. C'est dû à la compression de la voie biliaire par la tumeur qui entraîne une dilatation et une cholestase. Les douleurs de type solaire sont essentiellement dues à une infiltration du plexus solaire et sont caractéristiques des lésions corporéocodales, et c'est le signe d'une maladie qui est déjà très avancée et les malades ne sont plus candidats à un traitement curatif. Alors, l'ictère cholestatique, c'est le principal symptôme parce qu'il faut savoir que 80% des adénocarcinomes pancréatiques sont de localisation céphalique. Donc, l'ictère reste le principal symptôme. Essentiellement sur le plan biologique, les marqueurs tumoraux sont aussi contributifs et nous renseignent plus sur l'évolution de la maladie sur le plan métastatique que sur nous aide pas pour faire un diagnostic positif. Alors, les marqueurs tumoraux qu'on utilise le plus souvent dans la pratique clinique, c'est les CA19-9 qui ont une sensibilité 60 à 70% et une spécificité de 80%. Il faut savoir que ces marqueurs tumoraux sont moins sensibles et moins spécifiques lorsqu'il y a une cholestase et l'ictère va diminuer de façon significative l'intérêt du dosage de ces marqueurs tumoraux. Il existe d'autres biomarqueurs qui ne sont pas utilisés en pratique clinique de façon régulière, mais ils sont utilisés essentiellement lorsqu'il existe des facteurs de risque, essentiellement de type génétique. Lorsque le malade a des antécédents familiaux ou lorsqu'il existe une agrégation de cancers où il existe des mutations génétiques, c'est-à-dire quand on rentre dans le cadre d'un cancer familial. Alors, je reviens au scanner. Il faut savoir que la TDM multibarrette et l'examen de référence, c'est le nouveau gold standard, permet le diagnostic de présomption, parce que le diagnostic de certitude ne peut être fait que sur l'anatomopathologie, l'examen anatomopathologique. Alors, le scanner permet de faire un diagnostic de présomption,
mais surtout permet de faire un bilan d'extension de la maladie sur le plan local, sur le plan régional et à distance. Donc, on arrive avec un scanner de bonne qualité actuellement, qui est disponible un peu partout, à évaluer la taille de la tumeur, rechercher les adénopathies satellites, évaluer l'invasion vasculaire, rechercher des métastases hépatiques ou péritonéales et des métastases pulmonaires. Voilà un exemple de scanner avec des localisations secondaires hépatiques. Et quand on a ce type d'image avec une image hypodense de la queue du pancréas, donc c'est très probablement un adénocarcinome canalaire pancréatique au stade métastatique. Et ces malades-là ne sont surtout pas candidats à une chirurgie, mais candidats à un traitement purement palliatif. Alors, la TDM multibarrette a été évaluée et actuellement, comme je l'ai dit, elle doit être faite de façon assez spécifique. C'est une TDM qui doit être en 3 phases, une phase artérielle, une phase parenchymateuse et une phase veineuse. Elle permet aussi d'évaluer les rapports de la tumeur avec l'axe mésentérique-porte qui constitue, dont l'invasion constitue la principale contradiction sur le plan local du moins à une exérèse chirurgicale à visée curative. Voici une volumineuse tumeur de la tête du pancréas, une image caractéristique hypodense qui infiltre l'artère mésentérique supérieure de façon circonférentielle et qui constitue une contre-indication à l'exérèse chirurgicale. Voici une autre tumeur du processus incinatus du pancréas qui n'infiltre pas l'artère mésentérique supérieure, mais infiltre un tiers de la circonférence de la veine mésentérique supérieure. Par contre, chez ce malade, il n'y a pas de contre-indication à l'exérèse chirurgicale, mais probablement il y a indication d'un traitement d'induction type chimiothérapie avant de proposer une chirurgie. Donc voilà, le scanner nous permet aussi d'établir une stratégie de traitement afin d'améliorer les chances de survie du patient et de l'amener le plus possible vers une exérèse à visée curative. Lorsque le problème n'est pas vasculaire, il peut être aussi, on peut rechercher les atteintes ganglionnaires. Par contre, là, le scanner a une sensibilité, une spécificité qui est assez faible et les critères scannographiques ne permettent pas d'évaluer de façon précise l'atteinte ganglionnaire des adénocarcinomes pancréatiques. Par contre, un autre examen plus performant qui est l'échondoscopie, c'est la fibroscopie couplée à un examen à ultrasons et permet d'évaluer de façon précise l'extension ganglionnaire de la maladie, qui ne constitue pas une contre-indication à l'exérèse chirurgicale, mais aussi permet de modifier la stratégie de traitement et nous permet des fois de poser l'indication d'un traitement d'induction au lieu d'une chirurgie première. Voilà l'échondoscopie. On voit la tumeur du pancréas, les adénopathies satellites, et là c'est le canal de Wirsung qui semble dilaté dû secondairement à la compression tumorale. Un autre examen peut être utilisé essentiellement en cas de contre-indication au scanner, notamment avec les séquences de diffusion. Il a la même sensibilité que la TDM multibarrette, sans qu'il y ait une supériorité à évoluer l'extension vasculaire. On l'utilise uniquement en deuxième intention. Il semble avoir une supériorité par rapport au scanner pour la localisation des métastases hépatiques, des localisations secondaires. Un autre examen aussi qui est utilisé essentiellement dans les pays développés, parce que dans notre pays, il commence à être disponible, mais il n'est pas facilement accessible pour les patients parce qu'il reste cher. C'est l'imagerie métabolique, c'est la tomographie par émission de positrons couplée au scanner qui permet essentiellement de rechercher des métastases à distance. Lorsqu'il y a un doute au scanner et à l'IRM, on peut avoir recours à cet examen.
Alors, il existe d'autres examens en recul qu'on n'utilise plus, qui sont la CPRE, qui est un examen invasif, mais qui n'a aucun intérêt. Il y a plus un intérêt dans le traitement palliatif. L'échographie abdominale, c'est un examen de débrouillage qu'on n'utilise plus depuis la généralisation des scanners par tous les hôpitaux algériens. Et l'angiographie a été supplantée par le scanner injecté avec lequel on peut faire des séquences vasculaires qui peuvent vraiment être très contributifs. Le dernier examen qui est à notre disposition pour faire le diagnostic, plutôt le bilan d'extension de la maladie, c'est la laparoscopie exploratrice, c'est-à-dire qu'avant d'opérer le malade, lorsqu'on a fait le diagnostic positif, on a fait le bilan d'extension, on a éliminé une maladie métastatique, on peut avoir recours, avant d'ouvrir, d'opérer le malade, à une laparoscopie. C'est afin de rechercher les chronodules péritonéaux qui sont passés entre les mailles du bilan d'extension et ce scanner, qui, s'ils sont présents, ils exercent. Donc, on commence par la laparoscopie. S'il y a des nodules, on les analyse en anatomopathologie. Ça, j'en ai parlé. Alors, faut-il avoir une preuve histologique avant d'opérer les patients? Alors, actuellement, histologie peut-être, on peut avoir une histologique, soit par l'intermédiaire d'une biopsie sous échoendoscopie ou d'une biopsie radiologique, soit radiologique type scanner, sont c'est-à-dire assez précis. Et lorsqu'il existe des images caractéristiques et lorsque la maladie est résécable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de métastase, ce n'est pas une pathologie localement avancée, que le patient est candidat à une chirurgie d'emblée, ce n'est pas la peine d'avoir une preuve histologique. Mais lorsqu'il existe un doute par rapport à une autre pathologie, ou lorsqu'il existe une suspicion d'atteinte vasculaire et qu'on doit commencer par un traitement d'induction, là, il est impératif d'avoir une preuve histologique du cancer. Il y a aussi un troisième cas de figure, c'est lorsque la maladie est métastatique, là, la preuve histologique, essentiellement de la métastase, est recommandée pour instaurer un traitement type chimiothérapie palliative. Alors, l'algorithme diagnostique essentiellement est basé sur la TDM multibarrette, comme je l'ai rappelé. La biopsie est faite lorsque la maladie est localement avancée ou métastatique pour instaurer une chimiothérapie palliative, soit par échoendoscopie, soit par radiologie, échographie et au scanner. Lorsque la tumeur est non vue au scanner, on peut avoir recours à des examens plus précis, type échoendoscopie, plus ou moins IRM, mais en général pour les petites tumeurs, essentiellement c'est l'échoendoscopie. Lorsqu'il existe un doute sur un envahissement vasculaire et ou ganglionnaire, on peut s'aider aussi par l'échoendoscopie pour aussi une meilleure évaluation de l'atteinte ganglionnaire, une meilleure évaluation de l'atteinte vasculaire. Lorsqu'il y a un doute sur les métastases hépatiques, là, on peut avoir recours à une IRM, mais surtout, c'est l'imagerie métabolique, c'est la tomographie par émission de positron couplée au scanner. Et lorsqu'il existe aussi un doute sur une carcinose, c'est essentiellement la célioscopie. Le PET scan, on ne l'utilise pas trop, mais la célioscopie exploratrice qui nous permet de poser le diagnostic de carcinose péritonéale avec précision. Maintenant, si la tumeur est résécable et si le malade est opérable, là, c'est la chirurgie sans biopsie, sans preuve histologique, et c'est les meilleures chances et c'est le traitement de référence de cette maladie. Bien sûr, le bilan d'extension permet de poser la classification TNM qui permet
qui a surtout un intérêt pronostic, mais cette classification ne peut être confirmée que par l'examen, l'analyse anatomopathologique de la pièce opératoire. Alors, juste pour en revenir, une fois qu'on a éliminé les métastases, la tumeur est résécable, qu'on a fait tous les examens, il faut amener le malade au bloc opératoire. Et je rappelle encore que la résection curative reste le traitement de référence sous réserve qu'elle soit bien indiquée et proposée aux patients qui vont en bénéficier. Alors, cette résection curative ne concerne malheureusement que très peu de malades. Pourquoi? Comme je l'ai dit en introduction, 50 à 60% est une maladie métastatique, 30 à 40% est une maladie localement avancée. Et en l'absence de résection, la survie à 5 ans est nulle. Donc, si on ne résecte pas, il n'y a aucune chance de survie. Donc, c'est pour ça qu'on essaye, avec les traitements d'induction, d'amener les malades, de plus en plus de malades à une résection pour leur donner les meilleures chances de survie. Bien sûr, comme je l'ai dit, c'est le scanner. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une résection curative chirurgicale d'un adénocarcinome canalaire pancréatique? C'est une exérèse avec respect des impératifs carcinologiques. Elle n'est pas la même que la tumeur soit localisée au niveau de la tête ou qu'elle soit localisée au niveau de la partie gauche, c'est-à-dire qu'elle soit corporeo-caudale. Pour les adénocarcinomes pancréatiques céphaliques, c'est la duodénopancréatectomie céphalique qui est l'intervention de référence. Pour les adénocarcinomes pancréatiques corporeo-caudaux, c'est la splénopancréatectomie corporeo-caudale qui est l'intervention de référence. À ce type d'exérèse, il est systématiquement associé un curage ganglionnaire régional qui permet l'évaluation ganglionnaire de la maladie et qui a un intérêt curatif et un intérêt de stadification. Là, je passe sur les détails des interventions parce que ce n'est pas l'essentiel du cours, mais juste retenez qu'il existe deux types d'interventions qui sont techniquement différentes et du point de vue de la difficulté et des complications, ce n'est pas du tout les mêmes interventions. Mais retenez aussi que 80% des localisations sont de type céphalique et que l'intervention la plus souvent pratiquée reste la duodénopancréatectomie céphalique. Alors, quand je parle d'un curage ganglionnaire régional, qui est associé à la pancréatectomie, qu'elle soit céphalique ou corporeo-caudale, c'est les ganglions péripancréatiques et les ganglions des pédicules vasculaires principaux. Bien sûr, un curage ganglionnaire pour une localisation céphalique n'est pas le même qu'un curage ganglionnaire pour une localisation corporeo-caudale. Donc, c'est, comme je dis, des interventions radicalement différentes. Alors, ce curage ganglionnaire doit prélever en moyenne 15 ganglions pour qu'il soit contributif. Et le ratio ganglion infiltré sur ganglion prélevé c'est un élément pronostique important du fait que c'est le véritable témoin de l'évolution de la maladie sur le plan systémique. Ce n'est pas propre au cancer du pancréas, mais c'est la même chose pratiquement pour tous les cancers digestifs. Alors voilà, sur une imagerie de scanner, une tumeur céphalique pancréatique qui n'est pas métastatique, elle est localisée au niveau du pancréas et qui n'infiltre pas les vaisseaux mésentériques. Quand vous suivez les pointillés de la flèche, elle passe en avant de la veine cave, de l'aorte abdominale, de l'artère mésentérique supérieure et de la veine mésentérique supérieure. Donc, les scanners sont très précis. C'est une tumeur qui est localement avancée, qui n'est pas métastatique. C'est un patient qui est ictérique. Donc, ce malade-là est candidat à une exérèse de type curative. Donc, aura un meilleur pronostic chez un malade qui ne sera jamais opéré ou qui est déjà métastatique. Voilà à quoi ressemble une duodénopancréatectomie céphalique.
C'est une intervention qui est majeure en chirurgie digestive. Elle permet de réséquer une partie de l'estomac, l'antre gastrique, le cadre duodénal et la première anse jejunale. Elle résèque la partie céphalique du pancréas et elle conserve la partie corporeocodale. Cette tumeur pancréatique peut être en contact étroit avec l'axe mésentérique qui est rectifié et l'artère mésentérique supérieure par son extension rétroportale, ce qu'on appelle la lame rétroportale, qui est l'attache postérieure du petit pancréas de Winslow. Et cet envahissement de la lame rétroportale constitue une contre-indication à l'exérèse chirurgicale. Voilà une image d'une patiente qu'on a opérée à la clinique chirurgicale A, chez qui on a réséqué la tête du pancréas. On voit bien l'axe mésentérico-portal et le bord droit de l'artère mésentérique postérieure du petit pancréas de Winslow, qui constitue le principal difficulté de cette intervention. Alors, je ne vais pas m'attarder sur le plan technique. Je passe rapidement. Il faut savoir qu'en termes d'adénocarcinome canalaire pancréatique, la plupart des exérèses actuellement faites sont des exérèses incomplètes sur le plan histologique. Pourquoi? Parce que l'extension carcinomateuse se fait à travers des enchaînements périnerveux, des emboles vasculaires le long de cette lame rétroportale. Et on a défini en anatomopathologie des exérèses incomplètes R1, c'est-à-dire qui sont avec reliquat microscopique, et les exérèses R2 avec reliquat macroscopique. Donc actuellement, l'examen anatomopathologique est standardisé et lorsqu'on fait une exérèse chirurgicale, il faut ancrer cette lame rétroportale pour faciliter l'examen anatomopathologique et permettre d'évaluer la qualité de l'exérèse chirurgicale. Si il existe contact tumoral à moins de 1 mm de cette lame rétroportale, cette exérèse est incomplète. Donc, d'où l'intérêt avec l'exérèse complète de cette partie postérieure de la lame rétroportale. Il faut savoir que, aussi, pour les endorphinages, n'est pas une contre-indication. On peut enlever le côlon lorsqu'il est infiltré, le côlon droit essentiellement, qui a une volumineuse tumeur dans la tête du pancréas, chez qui on a réséqué la tête du pancréas et le côlon. Voilà le côlon. Voilà la tête du pancréas. Voilà le cadre duodénal, la première anse jejunale, la vésicule biliaire. Tout ça est emporté par une exérèse dite en monobloc, c'est-à-dire sans effraction tumorale, sans dissection interviscérale. Donc, c'est une chirurgie qui est standardisée, qui est majeure, mais c'est le seul traitement curatif des adénocarcinomes pancréatiques qui infiltrent les organes de voisinage. Pour le pancréas gauche, comme je l'ai dit, c'est une pancréatectomie corporeocodale qui est considérée comme étant l'intervention de référence. Cette intervention emporte le corps, la queue du pancréas et permet de faire un curage ganglionnaire réjoui. Voilà l'image du service de pancréatectomie corporeocodale. Voilà la queue du pancréas qu'on devine ici, la tumeur qui infiltre la rate. Cette volumineuse tumeur a infiltré une anse jejunale qui est réséquée aussi, mais elle infiltre postérieure le rein gauche qu'on a dû enlever. Donc voilà, des fois c'est des volumineuses tumeurs enlevées et on n'hésite pas à enlever des organes qui sont
directement atteint. Là, je passe rapidement. Donc, pour poser et proposer aux patients une stratégie de traitement, selon les données préopératoires Marie, on classe le malade en 3 parties. Un malade qui a une tumeur clairement résicable, c'est-à-dire qu'il a une tumeur qui n'infiltre pas les vaisseaux mésentériques. Ces malades-là sont opérés d'emblée avec une exérèse dite R0 carcinologique. C'est les meilleures chances de survie. Pour les malades qui ont une tumeur qui est en contact avec les vaisseaux mésentériques artériels et veineux, mais sans qu'il existe une atteinte circonférentielle, ces malades-là, on ne leur propose pas une chirurgie d'emblée, on leur propose la plupart du temps un traitement d'induction. On leur propose une chimiothérapie associée au nom une radiothérapie et une réévaluation secondaire pour, s'il y a une bonne réponse à un traitement d'induction, on les opère secondairement. Les malades qui sont non résécables, c'est-à-dire qu'il y a une atteinte majeure des axes mésentériques supérieurs, l'artère et la veine à plus de 180 degrés, ces malades-là, en général, sont candidats à un traitement palliatif. Et les malades qui sont métastatiques aussi sont candidats à un traitement palliatif et rejoignent les malades qui ont une tumeur non résécable. Voilà, juste pour vous montrer une tumeur, schématiquement, tumeur de corporeo-caudale du pancréas qui infiltre les artères. Donc, ces malades-là qui ont une infiltration inférieure à 180 degrés, elle infiltre l'artère hépatique, le tronc iliaque, mais infiltration à 180 degrés. Là, on les opère, on leur propose un traitement d'induction. Il n'est pas question de les opérer d'emblée, parce que c'est pas résécable d'emblée. Alors, je passe. Voilà un exemple d'adénocarcinome de la tête du pancréas qui a eu une duodénopancréatite d'induction. On y a associé résection partie de la veine mésentérique qui est là, montre la pince, et cathétérisée construction et de chirurgie permet et malade d'avoir une survie par rapport à un traitement la haine par une construction veineuse mésentérique. Khilfillah, tu as un mauvais son, hein? Je ne sais pas pourquoi on se corse. Le son est saccadé. Non, le son est saccadé. Comment? Le son se coupe. Je trouve que je dis à Winken, le réseau est meilleur. Alors, audible de façon saccadée. عاودوا لي شويه marche arrière et tu poursuis.
Maître Khalfallah, tu m'entends? Khalfallah. On ne t'entend pas, on ne te voit pas. On ne t'entend pas, on te voit. Khalfallah. Active ton micro. Active ton micro, active ton micro. Active ton micro. Et puis il n'y a pas le diaporama. Hein. Est-ce que tu m'entends? Dis-le, Agda. Eh bien, ton micro est éteint, il n'y a pas le diaporama. On ne voit pas le diaporama. Très bien. Active le diaporama, s'il te plaît. Oui, là, je t'entends. Mais active le diaporama. Mais le diaporama, on ne le voit pas. Hein. Ça fait 5-10 minutes que tu parles sans diaporama. Enfin, on ne t'entend pas, reviens, je suis en arrière. D'accord, d'accord. Active ton diaporama. Partager l'écran. Partager. Et comme ça, est-ce qu'on me voit? Là, le son, c'est catastrophique. Hein. Depuis mon bureau, c'était nettement mieux. Alors, je vais revenir un peu en arrière. Parce qu'apparemment... Mais ta voix est saccadée. Ah bon, je descends chez toi? J'ai dû Et là, tu m'entends? Les étudiants, vous pouvez... Là, c'est bon. Les plaques. Plaque, tu t'es arrêté. Je reviens. Là, c'est bon. Il voit le diaporama, on t'entend. La résection tronculaire. Résection tronculaire. Oui, là, la plaque résection tronculaire. D'accord, j'y viens. D'accord. Donc, vous êtes avec le professeur Khalfallah, qui est expert, hein? Expert du pancréas, et qui me rappelle que je suis vieux, puisqu'il... Allez, tu as la parole. Est-ce qu'on m'entend là? On t'entend, on te voit. Vas-y. Très bien. Alors, les résections tronculaires veineuses, c'est des duodénopancréatectomies céphaliques élargies à une partie de la veine mésentérique supérieure ou de la veine porte, ce qu'on appelle les résections élargies à l'axe veineux mésentérico-porte. Alors, on a recours à ce type d'exérèse lorsqu'il existe une infiltration tumorale de l'axe veineux mésentérico-porte, mais essentiellement après un traitement d'induction. Un traitement d'induction, c'est-à-dire on fait le diagnostic du cancer, le diagnostic histologique, on fait le diagnostic de l'atteinte veineuse sur le scanner avec reconstruction vasculaire, on adresse le patient en oncologie, il a une chimiothérapie d'induction et on réévalue le patient après, et lorsque ce patient répond de façon positive à la chimiothérapie, on le propose à une exérèse chirurgicale avec résection vasculaire associée. Ça permet
d'améliorer de façon très significative la survie de ces patients. Donc, ça, c'est les principaux progrès en matière de traitement chirurgical du cancer du pancréas. Voilà, un patient qu'on a opéré dans le service, qu'on a fait une exérèse élargie à l'axe mésentérique aux portes, l'axe veineux mésentérique aux portes, avec une reconstruction veineuse type terminaux-terminaux. Ça, voilà, aussi, on peut avoir recours aux résections latérales avec des patchs veineux. Ça, c'est assez technique, je passe rapidement, ce n'est pas ce qui nous importe. Donc, lorsqu'on peut proposer une exérèse, on la fait. Parce que, comme vous l'avez compris, c'est le traitement. Maintenant, comme je l'ai dit, la plupart des malades sont diagnostiqués à un stade tardif, soit métastatique, soit de maladie localement avancée. Et pour ces malades qui ont des tumeurs non opérables, non résécables et ou métastatiques, on leur propose un traitement dit palliatif. On ne peut pas toujours guérir, mais on peut toujours soulager. Donc, essentiellement, le traitement palliatif concerne l'ictère et la sténose duodénale pour les tumeurs céphaliques. Pourquoi? Parce que la proximité de la tête du pancréas avec la voie biliaire fait qu'il y a très souvent une compression de la voie biliaire qui entraîne un ictère. C'est pour ça, la fameuse loi de Courvoisier-Terrier, ictère plus vésicule palpable, c'est un cancer de la tête du pancréas jusqu'à preuve du contraire. Donc, on va traiter l'ictère de façon endoscopique le plus souvent par la mise en place d'une prothèse biliaire en plastique. Et si on n'arrive pas ou il y a échec, on a recours à un traitement chirurgical, à savoir une dérivation biliodigestive par anastomose biliodigestive associée ou non à une anastomose gastro-jejunale lorsqu'il existe une sténose duodénale. Alors ça, je l'ai dit. Aussi, le traitement palliatif concerne aussi le traitement de la douleur. Et là, on a recours soit aux antalgiques mineurs, soit aux antalgiques majeurs, selon l'intensité de la douleur. Et lorsque les traitements antalgiques ne suffisent pas, on peut aussi y adjoindre les traitements instrumentaux, à savoir la neurolyse du plexus cœliaque par voie écho-endoscopique et ou radiologique. Pourquoi? Lorsqu'il y a des tumeurs localement avancées qui infiltrent le plexus solaire, ce sont les ganglions sympathiques qui enchevêtrent le tronc cœliaque, ça provoque des douleurs insupportables pour le patient. Et là, on a recours à des manœuvres instrumentales et ou radiologiques afin de détruire ces filets nerveux qui entourent le tronc cœliaque en les infiltrant par des substances qui ont tendance qui vont proposer une lyse nerveuse. Donc, et ça permet de soulager de façon très importante, enfin de vraiment soulager les patients. Après avoir soulagé le patient sur le plan d'ictère, sur le plan de la sténose duodénale tumorale et sur le plan de la douleur, on a recours à des traitements dits palliatifs. Essentiellement, c'est la chimiothérapie. Plusieurs drogues de chimiothérapie sont utilisées actuellement. Alors, cette chimiothérapie, elle peut être utilisée à but palliatif, mais aussi elle peut être utilisée après exérèse à visée curative. Et là, cette chimiothérapie, après exérèse curative, permet d'une part d'améliorer la survie et aussi de stabiliser en stabilisant la maladie. Lorsque c'est une chimiothérapie palliative qui s'adresse aux cancers métastatiques et aux non résécables, il existe plusieurs protocoles, comme je dis, plusieurs drogues. Et dans le cadre du traitement palliatif, elle ne permet que d'une amélioration très légère de la survie des patients. Maintenant, lorsqu'on prend en charge un cancer du pancréas, l'acte chirurgical seul ne suffit pas. Il faut une surveillance post-opératoire après traitement curatif par un examen clinique tous les 3 à 6 mois et un examen paraclinique, échographique ou scanner, on va dire, tous les 6 mois. Ils seront demandés pour le patient. Donc voilà, on arrive à ma conclusion. Il faut savoir que l'adénocarcinome canalaire dans l'exérèse chirurgicale reste le traitement de référence. Le principal examen qui permet de poser le diagnostic et de faire le bilan d'extension reste le scanner multibarrette injecté
nous permet de classer le patient et de lui proposer un projet thérapeutique. Soit il est candidat à un traitement curatif, et là, on va essayer de l'amener autant que possible vers une chirurgie. Soit il est candidat à un traitement palliatif, et là, on a plusieurs armes thérapeutiques, endoscopiques essentiellement, et ou chirurgicales, et on peut lui proposer une chimiothérapie palliative. Voilà. Donc, le but de ce bilan, une fois le diagnostic posé, c'est d'éviter des résections ou des laparotomies inutiles qui n'auront aucun intérêt pour le patient. Voilà. J'ai fini. Alors, désolé, je ne maîtrise pas très bien. Là, ta connexion est... N'entraîne pas dictaire en général. Oui. Ça se coupe, hein? On n'entend rien quand j'ai mis les... Bon, d'accord. Réponds à quelques questions. Déjà, le cours, c'est OK, hein? Je ne sais pas s'ils ont entendu, par contre. C'est très clair. Ils t'ont... Alors, quand on... C'est quoi une TDM? D'accord, vas-y, vas-y. Là, c'est OK. Vas-y. D'accord. C'est quoi la TDM multibarrette? Alors, la TDM multibarrette, c'est les scanners actuellement de dernière génération qu'on utilise à peu près partout, c'est-à-dire que c'est plusieurs coupes qui permettent de faire des images de reconstruction. C'est une technique de scanner qui est assez récente, enfin qui est récente, qui a maintenant 15 ans. Et actuellement, on n'a que des TDM multibarrettes, notamment même en Algérie. Donc, vous ne pouvez pas avoir des... lorsque vous demandez un TDM, ce sera automatiquement un TDM multibarrette. Si vous voulez plus de précision, il faudra poser peut-être la question à un radiologue qui vous expliquera mieux. Moi, mon métier, c'est la chirurgie, donc voilà. Quel est l'examen de première intention pour le diagnostic de carcinose péritonéale? L'examen de première intention pour le diagnostic de carcinose péritonéale, c'est aussi le scanner. Mais la précision du scanner est très faible. Et lorsqu'il existe une forte suspicion, l'examen le plus fiable, par contre, c'est la laparoscopie, la cilioscopie exploratrice. Alors, je n'ai pas compris la notion de la lame rétroportale. Alors, la lame rétroportale, c'est une entité anatomique, c'est ce qu'on appelle actuellement le mésopancréas. Alors, si je peux vous remettre le diaporama, je ne sais pas si on le voit. Je ne sais pas si on le voit, je vais revenir. Voilà. Vous avez le pancréas, la queue, le corps lisse et la tête. Et ça, c'est du duodénum. C'est une coupe transversale en rouge, là, en rose, je ne sais pas, c'est les reins. Ça, c'est la rate en violet. Ça, c'est l'artère mésentérique supérieure, la veine. La lame rétroportale, c'est cette extension rétrovasculaire du petit pancréas de Winslow qu'on voit ici en rouge, qui est connecté à l'artère mésentérique supérieure transcéliaque, c'est l'artère hépatique, l'artère gastrique gauche, l'artère splénique. Cette extension, c'est une lame nerveuse et porte-vaisseau, et c'est à travers ces filets nerveux et ces vaisseaux que va se disséminer le cancer et infiltrer cette lame rétroportale. Et lorsqu'on fait une chirurgie sans exérèse complète, comme vous le voyez sur cette image de la lame rétroportale, lorsqu'on coupe trop près de la tumeur, on laisse des cellules tumorales sur le plan microscopique, je veux dire. Donc, on essaye d'aller au ras de l'artère mésentérique supérieure pour qu'il y ait une exérèse complète de la lame rétroportale et pour enlever toutes les cellules tumorales. Alors, agrandir. Je ne sais pas si j'ai répondu à cette question.
Alors, s'il vous plaît, c'est quoi le traitement d'induction? Le traitement d'induction, c'est un traitement préopératoire qui permet de stabiliser la maladie, stabiliser, je dirais, d'améliorer les chances de survie du patient au long terme. Alors, pourquoi on parle de traitement d'induction? C'est-à-dire que c'est une séquence thérapeutique qui précède l'intervention et après, on amène le patient à l'intervention dans les meilleures conditions, c'est-à-dire on a éliminé toutes les micrométastases qui circulent dans le sang par une chimiothérapie d'induction. Et le fait de réséquer la tumeur primitive, ça permet de traiter de façon optimale le patient. Alors, vous pouvez nous expliquer l'atteinte vasculaire supérieure ou inférieure à 180 degrés. Alors, l'atteinte supérieure à 180 degrés, si je peux remettre mon diaporama, concerne essentiellement voilà. Lorsqu'on a une atteinte vasculaire qui est inférieure à 180 degrés, ça concerne une seule circonférence du vaisseau. Lorsqu'elle est voilà, donc là, on a une atteinte vasculaire qui concerne uniquement l'hémicirconférence droite. L'hémicirconférence gauche est libre. Donc là, on peut proposer une exérèse. Voilà, une atteinte vasculaire inférieure à 180 degrés, c'est une atteinte latérale. Là, ça doit être à peu près à 30 degrés, donc on peut réséquer seulement une pastille. Voilà une atteinte vasculaire inférieure à 180 degrés qui concerne seulement un tiers de la circonférence veineuse. Par contre, là, on a une atteinte supérieure à 180 degrés. C'est une atteinte qui est circonférentielle. Et là, on a une atteinte qui est circonférentielle, mais qui est associée à une thrombose veineuse avec une circulation veineuse portale collatérale, ce qu'on appelle un cavernum porte, et qui contre-indique une exérèse chirurgicale. Donc, c'est une tumeur qui est localement avancée. Donc, c'est pour ça qu'on parle de 180 degrés, parce que c'est la limite. Lorsque l'atteinte est supérieure à 180 degrés, c'est-à-dire supérieure à l'hémicirconférence droite pour les tumeurs céphaliques et gauche pour les tumeurs corporeo-caudales, on ne peut pas proposer des chirurgies curatives, c'est-à-dire que la maladie, la tumeur, elle est localement avancée. Bon, alors, s'il vous plaît, je n'arrive pas à localiser l'angle de 180 degrés. Alors là, je crois que je viens de répondre à la question. Le son est mal audible. J'ai bien compris que vous m'entendiez mal, mais je suis désolé. D'habitude, j'ai une très bonne connexion dans mon bureau, mais là, ça ne marche pas. Alors, le régime alimentaire après résection. Après résection pancréatique, en général, les patients souffrent d'une insuffisance pancréatique exocrine. Donc, on les met sous supplémentation pancréatique systématique. Alors, c'est de l'amylase pancréatique qui est de synthèse, qui est vendue sous... Alors, le médicament, c'est du Créon. C'est 2 gélules 3 fois par jour, dans une gélule au milieu des repas. Ça permet d'éviter l'insuffisance pancréatique post-opératoire et pour que les malades ne développent pas de diarrhée de type stéatose. Donc ça, c'est une des séquelles des résections pancréatiques. Une des séquelles la plus fréquente, c'est l'insuffisance pancréatique exocrine. Donc on les met sous supplémentation en enzyme pancréatique systématique. Il existe aussi un risque d'insuffisance pancréatique endocrine, de diabète post-opératoire, mais il est assez rare parce qu'on n'a presque jamais recours à une pancréatectomie totale pour cancer. On a soit recours à une duodénopancréatectomie céphalique qui enlève la moitié droite et qui garde la moitié gauche, soit à une splénopancréatectomie corporeo-caudale qui enlève uniquement la moitié gauche. Donc, par contre, si le malade est diabétique en préopératoire, on risque une aggravation de son diabète après l'intervention. Et là, on travaille en étroite collaboration avec les médecins diabétologues pour essayer de rééquilibrer le diabète en post-opératoire. Ni son, ni diaporama. Oui, bon, désolé. Quand faire une radiothérapie lors du traitement palliatif? Alors, la radiothérapie n'est pas indiquée en cas de traitement palliatif,
Certains font une radiothérapie dans le cadre du traitement d'induction. Nous, en général, on fait une chimiothérapie, mais certains pays, comme les États-Unis, font une radiochimiothérapie d'induction. Ça permet de diminuer la taille du volume tumoral. Diminuer la taille du volume tumoral, ça permet d'une part de faciliter l'exérèse, parce que plus la tumeur est petite, plus on pourra la réséquer, et d'autre part, pour les Américains, ça améliore le pronostic. Mais en Algérie et en Occident, c'est pas encore, en Europe du moins, c'est pas encore admis. C'est surtout les Américains qui sont friands de radiothérapie, mais jamais en post-opératoire. Toujours en préopératoire et jamais en palliatif. Merci, docteur, c'était très clair. Merci du compliment. Pouvez-vous répéter la prise en charge devant une tumeur réséscable ou non? Merci. Alors, devant une tumeur réséscable non métastatique, si elle est réséscable sans atteinte vasculaire, c'est la chirurgie et sans preuve histologique au préalable. Devant une tumeur qui est borderline, c'est-à-dire qui infiltre les vaisseaux avec une circonférence qui infiltre les vaisseaux sur moins de 180 degrés de leur circonférence, là c'est une chirurgie après traitement d'induction. Par contre, si c'est une tumeur qui est localement avancée, c'est-à-dire une infiltration vasculaire supérieure à 180 degrés et ou métastatique, là c'est un traitement palliatif, traitement de l'ictère pour les tumeurs céphaliques, traitement de la douleur pour les tumeurs corporéo-caudales et chimiothérapie palliative. Alors, c'est la méthode d'élargissement des vaisseaux. Les résections vasculaires font partie de la chirurgie du cancer du pancréas parce que c'est une chirurgie digestive et à la fois vasculaire. C'est une technique qui est largement maîtrisée, qu'on effectue assez couramment dans le service. Essentiellement, on résecte essentiellement l'axe veineux mésentérico-porte, mais on ne fait jamais de résection artérielle. Les résections artérielles n'ont aucun intérêt, c'est-à-dire l'artère mésentérique, l'artère transiliaque. Par contre, dans les splénopancréatectomies corporio-caudales, on résecte les vaisseaux spléniques qui partent en monobloc avec la pièce. Qu'est-ce que la gemcitabine? Est-ce que la gemcitabine donne de bons résultats dans le traitement curatif? La gemcitabine, jusqu'à très récemment, était des traitements de référence pour la chimiothérapie après chirurgie, ce qu'on appelle les traitements adjuvants, mais actuellement, c'est le folfirinox, c'est l'oxaliplatine, l'acide folique et associé à de l'acide folique qui est actuellement considéré comme le traitement de référence et qui a supplanté un peu la gemcitabine. Mais ça reste aussi une arme thérapeutique qui est utilisée par nos collègues oncologues. Alors je n'ai pas compris le tumeur intracrânienne papillaire et mucineuse. Ça, c'est une question qui est plutôt posée à notre aîné, professeur Ed Kassi, qui est anatomopathologiste. Juste, je vais vous donner quelques éléments de réponse. Les tumeurs intracrâniennes papillaires et mucineuses rentrent dans le cadre des tumeurs kystiques mucineuses du pancréas. Et c'est une entité anatomopathologique qui rentre dans le cadre des lésions prénéoplasiques. Alors, ce sont des tumeurs qui se développent au dépend de l'épithélium canalaire et dont l'architecture papillaire leur donne cette singularité et elles sécrètent du mucus. Alors, ce mucus, il peut être à l'origine de pancréatite chronique par obstruction du canal de Wirsung et il peut être à l'origine d'une dilatation de ce dernier. Alors, il existe certains facteurs prédictifs de dégénérescence des tumeurs intracannulaires papillaires mucineuses qui sont la localisation au niveau du canal pancréatique principal. Et ça, on les opère en général parce qu'il y a un risque de dégénérescence important. Soit elles sont localisées au niveau des canaux secondaires avec des critères dits péjoratifs, la présence de nodules muraux, la taille et l'augmentation de taille dans un laps de temps bien précis. Ça, ce sont des critères de mauvaise évolution de cette pathologie, mais on n'opère pas toutes les tumeurs intracannulaires et papillaires et mucineuses. Il existe des critères bien précis pour poser des indications opératoires.
Je ne sais pas si Dr Layada est là. Bien sûr que je te surveille. Ah. Je ne sais Tu pas n'as si. pas dit de bêtises. Je sais pas si ça a mal marché cette fois-ci. Je suis désolé. Non, c'était un petit peu saccadé, mais globalement, ça va. Hein, Khalfillah, ça va. Merci. Hein. En tout cas, je te remercie énormément. Oui, Je t'en prie, à ton service. d'accord. Et je te rappelle que je suis encore jeune. Hein. Bien sûr, ah, ça va pas, non? Allez, Allez, au revoir. Merci tout le monde. comme tu es l'animateur, tu quittes et tu fermes la session. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, quitter. Arrêtez.